Estamos en directo. Buenas tardes, Bonjour, soy Ana Echegaray y je suis formo Ana parte del Echegaray et je equipo fais a cargo de partie estas de l'équipe jornadas responsable Aprender de con ces Europa. journées Apprendre avec Esta es la l'Europe. quinta jornada C'est del la ciclo de cinquième webinarios que journée d'un estamos cycle de organizando webinaires con el qu'on fin de aprender sobre la gestión del organise pour desarrollo apprendre sur económico la que gestion de aplica la Unión développement Europea. économique appliquée à l'Union Vamos a escuchar européenne. acerca de la On ciencia y la va tecnología para la écouter parler de la competitividad science et la empresarial technologie y el pour la empleo en una compétitivité de región. l'entreprise et de En l'emploi el à cuarto une région. webinar, que fue el Quatrième anterior, presentamos webinaire, los programas europeos l'intérieur, on para a présenté les vincular a las programmes européens pour faire le universidades y lien entre les centros de ciencia y universités tecnología et les con las centres de sciences et empresas. technologies Son aux programas globales entreprises. que se Ce sont des gestionan desde programmes la capital globaux de la gérés Unión depuis la Europea en capitale de l'Union Bruselas. européenne à Bruxelles. Pero la acción se realiza Mais en las l'action se regiones. fait Las dans les regiones régions. equivalen a Les nuestras régions sont provincias. l'équivalent à nos Los provinces. aprendizajes que Les quisiéramos apprentissages que extraer nous de voudrions este extraire quinto webinar de ce son cinquième cómo webinaire hacer sont comment para tener faire más y pour avoir mejores empresas plus vinculadas a las d'entreprises et universidades meilleures y a los liées aux centros de ciencia y universités et aux tecnología centres de sciences et locales. technologies locaux. Cómo ganar Comment competitividad y gagner más la empleo, compétitivité et juntando plus las d'emploi capacidades en técnicas de empresas y réunissant les capacités universidades techniques des de las entreprises diferentes et regiones des o universités provincias. des différentes régions Van a et exponer provinces. hoy los responsables de una Avec región nous, de les Francia, responsables d'une région de Pyrénées France, les Méditerranée, Pyrénées que limita con las Méditerranée, regiones qui españolas limite de avec les Aragón y régions Cataluña. espagnoles d'Aragon et Quiero agradecer en Catalogne. primer lugar a los Je veux expositores remercier que tout hoy van a d'abord ceux qui compartir aujourd'hui su vont conocimiento y partager experiencia con leur nosotros. connaissance et expérience También avec quiero nous. agradecer a todos los Je veux aussi presentes y remercier a los que nos toutes les siguen en personnes forma présentes, ceux qui nous sincrónica, suivent de que vienen manière siguiendo este synchronique, ciclo, que ya qui estamos en la quinta accompagnent ce reunión. cycle et on También est agradecer maintenant a à la más de 5e 30 réunion. Je instituciones veux aussi argentinas que remercier están plus de 30 adheridas a este institutions ciclo y que están argentines apoyando qui las adhèrent jornadas. à ce cycle. Agradecer a las Et instituciones aussi les europeas como institutions Eurada, européennes comme Foro ADR, Eurada, Forum INFIDE, ADR, ISMERI y a INFIDE, los amigos de la ISMERI Comisión et les Europea. amis de la Commission Hoy nos acompañan européenne. destacados expositores de la región Aujourd'hui, il y a des Pirenée-Méditerranée. personnalités de la Voy région a comentar cómo se van a Pyrénées-Méditerranée qui realizar nous las accompagnent. Je vais vous presentaciones. expliquer comment vont Esta es una vont jornada être en les la que hoy contamos présentations. con C'est une journée intérpretes que van a avec estar de realizando una l'interprétation. traducción Donc, il y simultánea aura de une cada traduction una de las simultanée exposiciones, de por chacun lo que des van a sentir un exposés. pequeño Donc, desfasaje il y entre la aura imagen un y el petit sonido de la décalage entre traducción. l'image et le son de la traduction. Como en los encuentros anteriores, se Et pueden ir comme dans les escribiendo autres preguntas en el rencontres, chat vous de los pouvez poser canales de des questions YouTube par le durante las chat presentaciones du canal y al final se les dará YouTube. la oportunidad a los Et à la fin, il expositores y para que aura puedan l'occasion pour responderlas. les réponses. Voy a presentar Je entonces vais a los présenter expositores de alors hoy. les personnalités Si qui bien nous estaba prevista accompagnent. la participación de On avait Len prévu Bilbao por la problemas de participation agenda, de Len finalmente Bilbovo la tenemos par que des estar questions con nosotros d'agenda. Leslie Perper, Nous accompagne también de la Leslie Agencia de Perper Desarrollo de l'Agence Económico de de la développement región Pirenée-Méditerranée. économique de la région Pyrénées-Méditerranée Leslie, después de également. 4 años en Leslie, Business France, après la 4 ans Agencia à Nacional Business del France, Desarrollo l'Agence nationale Económico de en développement Chicago, économique Madrid de y Chicago, París, y Madrid 2 et años en Paris, una et startup de 2 années à innovación une en Marsella, start-up Leslie es d'innovation à encargada de Marseille. proyectos en la Elle est Agencia maintenant de Desarrollo responsable de la de región projet à l'Agence de Pirenée-Méditerranée développement Invest de la en région Perpignan. Pyrénées-Méditerranée Invest à Leslie Perpignan. realizará una Elle introducción va faire general une y luego van a introduction hacer générale exposiciones. et après des Jérôme exposés Boissier, de que es Jérôme profesor de Boissier, biología en la professeur de Universidad de biologie à Perpignan l'Université de y miembro Perpignan del et laboratorio membre du Interacción laboratoire Anfitrión Interaction Patógeno Hôte Ambiente. Pathogène Environnement. Es Il est epidemiólogo especializado en épidémiologiste la transmisión de spécialisé en enfermedades transmission de infecciosas en los maladies países del infectieuses dans sur, les pays du Sud, tanto en África como que en ce soit en Afrique Sudamérica. ou en Amérique du Trabajó Sud. 18 Il a meses en travaillé la pour Universidad 18 mois Central à de l'Université Venezuela, centrale en de Caracas. Venezuela à Caracas. Es experto de la Il Agencia est un Nacional de expert de Seguridad l'Agence nationale de Sanitaria de sécurité Alimentación sanitaire de y el Ambiente l'alimentation, y el Trabajo l'environnement de et le Francia y de la travail de Organización France de Mundial de la Salud. l'Organisation mondiale de la santé. Hace 4 años Il y a cofundó 4 la ans, sociedad il a Paradep, cofondé la startup société Paradep, especializada en el une desarrollo start-up de spécialisée dans le diagnósticos développement rápidos de para rastrear diagnostics las rapides enfermedades pour le infecciosas dépistage de en los maladies países del sur. infectieuses dans les pays du Sud. Actualmente es vicepresidente Actuellement, a il est cargo le de evaluación de vice-président responsable investigación y d'évaluation de recherche emprendedorismo en la et Universidad de Perpignan. entrepreneurisme à l'Université También de está Perpignan. Didier Ossel, que Et es nous profesor accompagne de aussi Didier matemática Ossel, aplicada en la professeur de Universidad de mathématiques Perpignan appliquées à y l'Université miembro de del Perpignan laboratorio et de membre du laboratoire investigaciones des PROMES, recherches que es Promes, reconocido como unidad de reconnu comme investigación une del Centro Nacional de unité de Investigación recherche du Científica de Centre national Francia. Es de director desde hace recherche 7 scientifique de la años de la France. Depuis Escuela 7 ans, il Doctoral de est Ciencias de directeur la de Universidad l'école de de doctorat Perpignan de sciences de y l'Université de vicepresidente a Perpignan cargo de las et le relaciones vice-président internacionales desde hace de 6 años. relations Ha internationales depuis desarrollado 6 ans. muchas Il a colaboraciones con développé universidades en beaucoup de América del collaborations Sur y el avec des Caribe, universités en Amérique
Brasil, Sud et dans les Chile, Caraïbes, Cuba, le Ecuador, Brasil, le Perú. Chili, Su l'Équateur, le ámbito de Pérou. investigación Son gira domaine sobre de la recherche optimización est matemática l'optimisation con un fuerte mathématique, foco en la gestión de la energía. mettant l'accent sur la gestion de Finalmente, l'énergie. Laurent Tenet, Et finalement, director del Laurent Instituto Tenet, directeur de Mediterráneo de l'Institut Estudios e Investigación méditerranéen d'études Informática et y recherche Robótica, informatique et IMERIL. robotique, IMERIL.
graduado en la ENSEA. La ENSEA es la Il a Escuela été Nacional diplômé à Superior de l'ANSEE, à l'École Electrónica y nationale sus supérieure aplicaciones, d'électronique et exdirector applications, de ancien proyectos directeur de informáticos projets en la Cámara de informatiques à Comercio la e Chambre de Industria de commerce et Versalles, industrie de el Versailles, Instituto Mediterráneo de l'Institut Estudios e méditerranéen Investigación en d'études et Informática y recherches en Robótica, informatique se et ubica en el robotique campus de se trouve formación del dans le campus Centro de de formation du Ciberseguridad Centre de Industrial de la región cybersécurité Pirenée industrielle de la Oriental. région Este instituto Pyrénées-Orientale. Cet catalán, institut especializado catalan en informática spécialisé y en robótica, informatique et desde su robotique, creación en depuis la création en 1981, forma 1981, 200 estudiantes y forme aprendices 200 por año. étudiants et apprentis El par IMERIR está année. financiado por L'IMERIL est 400 financé par empresas 400 asociadas. Bueno, entreprises gracias nuevamente a associées. los Je expositores y remercie une ahora nouvelle fois vamos a les escucharlos. exposants et Muchas maintenant on gracias. va les Leslie, si entendre. querés, cuando Merci quieras Leslie, podés si tu compartir con veux, nosotros tu pantalla peux y empezar tu partager ton introducción y tu écran pour presentación. commencer ta présentation. Très bien, merci. Hop. Donc, bonjour à tous et surtout, avant tout, merci beaucoup à Eurada de nous donner la parole et de nous donner aussi la chance en fait, de nous exprimer avec l'Amérique latine et l'Argentine. Donc, c'est vraiment une opportunité pour créer cette passerelle internationale. Donc, aujourd'hui, je prends la parole parce que nous avons organisé avec les acteurs ici des Pyrénées-Orientales cette conférence. Donc, moi, je travaille à l'agence Pyrénées-Méditerranée Invest, qui est une agence de développement économique qui a été créée en 2013. C'est un groupement d'intérêt public. On a 4 missions, en fait, qui sont importantes, dont la première, en fait, c'est de vraiment créer une passerelle, en fait, entre le public et le secteur privé. Et justement, un de nos liens et de nos missions, c'est de rassembler, en fait, et de faire une passerelle, en fait, entre les entreprises et les universités, les écoles qui sont sur le territoire. On a d'autres missions, effectivement, qui sont le marketing territorial, la prospection, emmener les entreprises qui sont ici sur le territoire à l'international. Voilà, de façon globale, développer le territoire et développer l'économie. Donc, pour vous présenter rapidement le territoire, donc, bienvenue à Perpignan. Donc, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Il y a 479 000 habitants. Donc, un de nos atouts ici, c'est qu'on a une position géostratégique. Donc, on est vraiment au carrefour. On est très proche de Barcelone et on est entre Montpellier et Toulouse. Donc, c'est un avantage géostratégique certain, surtout quand on va attirer des entreprises pour qu'elles s'implantent ici. Il y a une très forte qualité de vie aussi qui plaise aux entreprises qui viennent s'implanter ici et aux étudiants qui peuvent voilà, étudier ici. C'est une région avec un pôle économique majeur, effectivement. On a des grands domaines qui se démarquent comme l'énergie, la logistique, le nautisme, le tourisme, la viticulture aussi et l'agroalimentaire. Dans les Pyrénées-Orientales sont implantées 92 000 entreprises et on a qui se démarquent 9 associations d'entreprises qui viennent animer le territoire et voilà cette force économique. Donc mes collègues vous le présenteront plus tard, mais effectivement il y a un gros pool d'étudiants qui sont ici avec 13 000 étudiants, 3 IUT, 7 facultés. Voilà, on vous présentera les chiffres clés un petit peu plus tard. Et des grandes Leslie, écoles. Me gustaría, ¿Sí? Leslie, tenemos un ¿Sí? problema técnico que está saliendo en los canales en francés. Ah. Un minuto que están solucionándolo. Entonces, porque no se está escuchando la traductora. Así que vamos, me están escribiendo ahora para resolver el problema técnico. Un segundo. Vamos a ver cómo se está resolviendo. Así que, mira, te agradezco, la verdad es que vamos rapidísimo. Vamos a ver si podemos ir un poco más lento para la traducción y vamos a ver cómo solucionamos en qué canal está saliendo la traducción. Sale todo en francés, sí, se oye, se escucha perfecto, pero queremos ver cómo solucionar el tema de que salga en español. Ahí me van a avisar. D'accord. Un minuto solamente. Pero bueno, muy interesante todo lo que están contando de la región y está muy bueno tener un diagnóstico de cómo es y realmente cómo está compuesta, ¿no?
Así que en este momento, a ver, claro, el español sale perfecto en el Zoom, pero tenemos un tema en el YouTube. Vamos a probar un poquito más, que los técnicos me están comentando por aquí. Sí, ahí me están. No sé si lo podemos solucionar. Bueno, continuemos, a ver si parece que se está solucionando. Continuemos, vamos probando a ver cómo se escucha. Gracias, Leslie. Perdón por la interrupción, ¿eh? Non, avec plaisir. Donc, ce que je voulais dire, voilà, c'est qu'il y a un fort pool d'étudiants et il y a un fort pouvoir économique. Et donc, grâce aux intervenants de ce soir, vous allez découvrir un peu comment ces deux univers, en fait, font le lien. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Monsieur Laurent Denet, voilà, qui est le directeur d'Imerir et qui va vous présenter sa thématique. Les slides, juste bouger. Super. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme on vous l'a mentionné, je m'appelle Laurent Denet, je suis le directeur de l'Imerir, qui est l'Institut méditerranéen d'études et de recherche en informatique et robotique. C'est une école qui existe depuis 40 ans et qui a, on va dire, deux particularités. La première, c'est d'être une des premières écoles en France à avoir abordé le sujet de la robotique. Il y a 40 ans, la robotique n'était pas aussi connue, voire aussi déployée qu'aujourd'hui. Et puis, la deuxième particularité, c'est que les formations que nous proposons aux jeunes se réalisent en alternance. Alors, l'alternance, c'est une spécificité de la France, mais aussi de l'Allemagne et d'autres pays, c'est-à-dire que les jeunes sont moitié du temps à l'école et moitié du temps en entreprise. C'est ce qu'on appelle l'alternance ou l'apprentissage. Comme je vous l'ai dit, depuis 40 ans, on travaille sur le monde de la robotique. Alors, il y a 40 ans, c'était plutôt la robotique industrielle qu'on abordait. Aujourd'hui, on voit arriver ce qu'on appelle la robotique collaborative avec toutes les technologies qui vont derrière. On parle aussi d'industrie du futur ou industrie 4.0. Et puis, au-delà de cette robotique de service, il y a toutes les technologies numériques qui commencent à s'interconnecter avec les robots, à savoir l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la cybersécurité, parce que les robots ont besoin aussi d'être sécurisés. Et voilà un peu le périmètre aujourd'hui que l'on couvre avec les formations de l'école. Alors, ça, c'était la présentation, on va dire, résumée de l'école. Moi, je vais vous parler d'innovation en deux temps. La première, c'est notre laboratoire de fabrication, connu sous le nom de Fab Lab, pour vous expliquer comment il fonctionne et comment on interagit avec les élèves et avec les entreprises. Et puis après, je vous présenterai les différentes formations que nous proposons en alternance pour les élèves et évidemment pour les entreprises qui les accueillent. Avant de démarrer sur le Fab Lab, le laboratoire de fabrication, quelques chiffres. On a depuis 40 ans développé un réseau d'anciens. Ça, c'est une spécificité aussi de beaucoup d'écoles. L'UPVD, l'Université de Perpignan, a également son réseau d'anciens. L'IDEM a également son réseau d'anciens. C'est quelque chose d'important dans les écoles, ce qui nous permet de garder le lien avec les anciens et puis même de trouver parfois des projets ou des intervenants. Il faudrait brancher le... On a un très bon taux de diplôme, enfin, de réussite, puisque quand les jeunes rentrent à l'Imerir, à 95%, ils arrivent à aller jusqu'au bout de la formation, ce qui est quand même un chiffre intéressant. Et enfin, un élément à retenir, c'est qu'au bout de 3 mois, après le diplôme,
ils sont tous positionnés en entreprise. Ça, c'est un point important. L'apprentissage, c'est un vecteur d'employabilité et d'emploi qui est plus à montrer aujourd'hui, je pense. Alors, le Fab Lab, si j'arrive à faire bouger le slide. Voilà. Donc, comme je vous le disais, les universités ont des laboratoires de recherche et nous, étant un institut technologique, on a un laboratoire de fabrication où, en fait, on retrouve tout un tas d'outils qui nous permettent de faire du prototypage, de la fabrication numérique et tout un tas de projets en lien avec les cours, puisque ce laboratoire est utilisé par les élèves de l'IMERIR, de l'école, et également ce laboratoire est utilisé par des entreprises du département quand ils veulent faire du prototypage, quand ils veulent faire de l'innovation. On met ce laboratoire à disposition des entreprises. Aujourd'hui, le taux d'utilisation du laboratoire, c'est 80% utilisation par les élèves de l'IMERIR pour les cours, les TP et tous les projets qu'on peut avoir avec les élèves, et 20% d'utilisation par des entreprises. Je vous citerai quelques projets qu'on a eu à réaliser, un projet même avec l'Université de Perpignan. Donc, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour nous. On a vraiment dissocié les salles de cours et les salles de travaux préparatoires. Alors, ce laboratoire, vous l'avez vu, il est constitué évidemment de tous les outils liés à la fabrication numérique, imprimante 3D, espace électronique, tout ce qui est CNC, découpe laser, bref, tous les outils pour faire de la fabrication numérique. Et puis, une particularité, on doit être un des rares laboratoires de fabrication à avoir un espace dédié à la robotique en général, puisqu'on a des robots de différentes marques. Alors, je vous ai mis les marques Stobli, que vous devez probablement connaître, qui est une marque française. C'est la seule marque française, d'ailleurs, qui existe en robot industriel. KUKA, des cobots également, avec Universal Robot. Et puis, nous travaillons aussi beaucoup sur tous les systèmes d'automatisation. Actuellement, on travaille avec deux partenaires, Schneider et BR Automation, qui font partie des leaders. Ce n'est pas les leaders, mais ils font partie des leaders de l'automatisation et de l'automatisme. Et puis, évidemment, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, des outils pour faire de la réalité augmentée, pour faire de la réalité virtuelle. On a des robots humanoïdes qu'on essaye de programmer avec un peu d'intelligence dedans. Et puis, évidemment, tout un tas de composants qui vont nous permettre de travailler sur ce qu'on appelle l'IoT, que vous connaissez aussi, l'Internet des objets, où là, on se rapproche des technologies liées à la robotique, c'est-à-dire la mécanique, l'électronique et l'informatique. Voilà pour le Fab Lab et ses outils et matériels. Concernant les quelques projets qui ont déjà été réalisés, alors on le voit sur la gauche, on travaille beaucoup sur des robots mobiles. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous demandent de faire de la robotique mobile, alors aussi bien dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'agriculture. On le voit sur la première image, on voit un robot avec des roues assez imposantes. C'est un robot qui vient faire du grattage de sol, un robot pour les maraîchers. Et puis en dessous, on a un robot qui est déployé sur les serres pour peindre les serres en blanc de façon à avoir une empreinte thermique sur les serres beaucoup moins importante que si on laissait la surface en plastique. Donc la robotique mobile, c'est un sujet qui nous est souvent demandé. On a beaucoup de projets. On a une tondeuse aussi, on a essayé de travailler sur un robot tondeuse. Je vous disais qu'on travaillait aussi avec des partenaires comme l'université. On a travaillé en partenariat avec les chercheurs sur un projet qui s'appelle Albera Pature, qui consiste à équiper, alors attention, c'est
à équiper les vaches des Alberts. Les Alberts, c'est toute une série de montagnes dans les Pyrénées-Orientales, de colliers émetteurs de façon à géolocaliser les vaches. Et la particularité de ces colliers émetteurs, c'est qu'ils ne sont pas basés sur une technologie classique GSM, 3G, 4G ou 5G, mais c'est qu'ils utilisent, ces colliers, la technologie LoRa, pour la simple et bonne raison que dans les Alberts, toute une série de montagnes, la 3G, 4G ne passe pas. Donc, on est obligé d'équiper les vaches de colliers sur les technologies LoRa, qui est une technologie très intéressante puisque c'est de la basse fréquence et ça consomme très peu d'énergie et ça permet, avec un collier que l'on met sur la vache, que l'on peut voir sur l'image, d'avoir quasiment une géolocalisation pendant 3 ans sans avoir à changer le collier. Ça, c'est très intéressant. Et puis, on peut y mettre d'autres choses. On pourrait y mettre des capteurs de température, d'humidité pour voir où se trouve la vache et voir comment elle se déplace, puisque la vache des Alberts, c'est une race qui commence à revenir sur le devant de la scène. Nous avons également un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet 4CAR. C'est un projet avec l'Union européenne, avec l'Espagne, et qui consiste à travailler sur toutes les données que les historiens ont réunies sur la Catalogne, aussi bien côté Espagne que côté France. Et toutes ces données que les historiens ont pu collecter, on doit les retranscrire dans un format un peu ludique, soit avec de la réalité augmentée, soit avec des jeux de rôle, soit avec des robots. L'idée, c'est de transmettre ces données, non plus sous forme papier, mais sous forme interactive, numérique et ludique. Donc, c'est un travail qui se fait depuis 1 an au laboratoire de fabrication de l'Imérir et en partenariat avec le projet 4CAR. Au niveau des formations, je vous ai parlé que c'était important cette approche-là, puisque ce sont des formations qui se déroulent à l'école, mais aussi en entreprise. Aujourd'hui, nous avons 3 cycles de formation. Nous avons un Bac+2, qui est une formation qui consiste à former des jeunes sur toutes les notions informatiques qu'on appelle codeurs et toutes les notions maker, fabrication numérique. C'est une formation qui accueille une trentaine d'élèves tous les ans pour chaque promotion. Et évidemment, chaque élève est en entreprise la moitié du temps du cycle de la formation. Nous avons également, en partenariat avec une autre université qui est le CNAM, une licence informatique spécialité robotique de prototypage, où là encore une fois, nous formons les jeunes sur les technologies de l'informatique, mais aussi sur les technologies de la robotique de prototypage, ROS pour ceux qui connaissent. Et ces jeunes sont également moitié du temps à l'école et moitié du temps en entreprise, ce qui permet pour certaines entreprises de faire de l'innovation avec des apprentis de l'école. Et enfin, on a la formation historique de l'école, le Bac+5, manager de systèmes informatiques et robotiques, qui se décline avec 4 options. Une option sur la robotique d'innovation, où là, on va retrouver des projets qui seront réalisés au Fab Lab. Une option autour de la cybersécurité des industries connectées, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de sécuriser l'informatique, mais aussi les robots, les voitures et tous les objets connectés qu'on peut développer aujourd'hui. Une option sur l'Internet des objets, puisqu'on voit que la robotique et l'Internet des objets, c'est des technologies qui sont assez similaires. Et enfin, une option, toujours Bac+5, de manager de systèmes informatiques et robotiques sur l'intelligence artificielle, puisque les robots ont besoin de ce côté smart pour arriver à faire des choses
un peu plus classique qu'un simple robot automate. Voilà pour les formations. J'ai essayé de faire court pour garder du temps pour mes collègues de l'Université de Perpignan. Et puis après, si vous avez des questions, évidemment, passez à la séance de questions. Merci. Ah. Je vous laisse la place. On va peut-être les faire à la fin. Muchas gracias, Laurent. Bonjour à tous. Nous allons faire cette petite présentation à deux voix avec mon collègue. Donc, moi, j'ai plutôt une connotation entrepreneuriat et création d'entreprise et transfert de technologie de l'université vers le monde de l'entreprise. Mon collègue est plus dans les relations internationales. Donc, voilà. Donc, rapidement, l'Université de Perpignan via Domitia, une petite carte d'identité de notre établissement. On considère, on s'en vante même, de dire qu'on est une université, hop, ça zappe tout seul, à taille humaine. À taille humaine, ça veut dire que on est face aussi à des grosses universités en région comme Montpellier ou Toulouse. On a une université qui est flexible. Sa caractéristique, c'est qu'elle est très pluridisciplinaire puisqu'on va retrouver toutes les disciplines comme les lettres, les langues, les sciences humaines et sociales, le droit, l'économie, les sciences de la vie, les sciences de la terre. En fait, à Perpignan, on enseigne toutes les disciplines sauf les disciplines de santé, en fait. Médecine, pharmacie, on n'a pas ce type de formation. De fait, de notre taille humaine, on est très, très engagé dans les transitions, que ce soit les transitions écologiques, les transitions énergétiques. Mon collègue parlera tout à l'heure de l'école d'ingénieurs SUP-ENR. Donc, on est très, très engagé dans tous les effets de transition et on profite de notre pluridisciplinarité pour s'engager dans ces transitions en connectant des sciences humaines et sociales avec des sciences dites dures, etc. Donc, notre université, c'est à peu près 9 800, 10 000 étudiants et nous sommes très orientés vers l'international. Et là, mon collègue en parlera plus en détail tout à l'heure. Quelques chiffres clés, donc je l'ai dit, environ 10 000 étudiants, 450 chercheurs, enseignants-chercheurs. Nous avons en France un double statut. Nous enseignons et nous sommes chercheurs en même temps, à peu près autant de personnel administratif. Nous avons 9 sites en région, 9 sites d'enseignement en région, 4 facultés, à peu près 80 000 mètres carrés de bâti et 90 millions d'euros de budget. Donc, on a 17 laboratoires de recherche, des plateformes technologiques, je vous en parlerai tout à l'heure parce que c'est un lien fort avec les entreprises, plusieurs laboratoires d'excellence. Quelques mots sur SUP-ENR, peut-être, Didier? Oui, alors SUP-ENR, c'est une école d'ingénieurs qui fait partie du réseau INSA et qui est, c'est d'ailleurs la seule en France, dédiée intégralement aux énergies renouvelables, toutes les énergies renouvelables. Évidemment, le laboratoire Promesse, qui est support de cette école d'ingénieurs, a un focus sur l'énergie solaire, mais au sein de l'école d'ingénieurs SUP-ENR, on traite absolument de tous les profils d'énergie renouvelable et des mix énergétiques, en fait, puisque très, très souvent, les énergies renouvelables n'interviennent pas seules, mais en mix avec d'autres types d'énergie. Et donc, c'est une école qui existe depuis pas mal d'années et sous le format réseau INSA depuis 4 ans. Et qui forme donc des ingénieurs à niveau Bac+5 qui en parallèle en général valident un master d'énergie en parallèle et avec un taux d'employabilité qui est quasiment 100%. Et une très très forte sélection puisque pour vous donner une idée, actuellement on est en phase avec la région, avec les partenaires locaux de monter un bâtiment pour cette école. Et donc, on est un petit peu limité dans les flux annuels et on a chaque année pour moins de 50 nouveaux arrivants, plus de 7000 demandes.
Donc, ça vous donne une idée de l'attractivité de ce genre de formation et de la spécificité. Je finis juste cette diapo avec la petite note en bas. Alors, ça, c'est très nouveau dans les universités françaises. On a des prérogatives d'enseignement et de recherche, comme toutes les universités. Depuis la nouvelle présidence en France, et en particulier ce qui a été délégué au niveau du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, notre ministre de tutelle, nous avons maintenant une vocation à évidemment créer de l'innovation, mais aussi de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que nous avons une nouvelle mission à l'université. Alors, c'est en train de se mettre en place. Nous avons comme vocation de guider nos étudiants vers ce qu'on appelle la posture entrepreneuriale, c'est-à-dire de plus en plus de faire de nos jeunes des acteurs de la société dans la voie de la création d'entreprises. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue concernant le côté international, et puis après, je reprendrai sur le côté transfert innovation. Oui, alors, il y a une caractéristique fondamentale de l'Université de Perpignan, c'est son caractère international, qui est historique. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement récent, une création nouvelle, c'est quelque chose d'historique, avec quelques chiffres que j'aimerais vous partager avec vous. Chaque année, depuis très longtemps, 120 nationalités sont représentées parmi les étudiants de l'Université de Perpignan. 120, c'est exceptionnel. La plupart des universités, quand elles développent des stratégies internationales, elles se focalisent sur quelques pays cibles. Nous, dans notre cas, on est vraiment sur un panel énorme de pays, 120 parmi 180 qui existent dans le monde. Et encore plus impressionnant, on va dire, c'est le taux d'étudiants étrangers qui est chaque année entre 20 et 25%, sachant que la moyenne en France est plutôt aux environs de 13%, même sur les grosses universités parisiennes. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse pour nos formations parce que ce sont des jeunes qui vont ensuite rentrer dans leur pays, développer des nouvelles relations. Ce sont les futurs chercheurs ou collaborateurs des universités. Et ces gens-là vont ensuite être des vecteurs de collaboration avec leur pays d'origine. Donc ça, c'est vraiment une richesse pour nous et qui s'est faite naturellement. Alors évidemment, en situation de pandémie, là je vous ai mis quelques chiffres sur notre situation actuelle. Évidemment, les taux sont moindres, vous pouvez facilement le comprendre. On a cette année quand même, malgré tout, malgré cette situation de pandémie, 82 nationalités et puis plus de 7500 étudiants, c'est-à-dire 16%, disons, d'étudiants étrangers. C'est exceptionnel dans une situation de pandémie. Alors, les pays les plus représentés, vous voyez que là, on a quelques pays, je ne vais pas les citer tous, mais les pays sont évidemment les pays partenaires classiques des universités du sud de la France, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, mais vous voyez qu'on a aussi des pays des étudiants de beaucoup de pays d'Afrique, de pays asiatiques aussi. Alors, concernant l'Amérique du Sud, au sens large, c'est-à-dire Amérique du Sud, on va dire, et Caraïbes, Amérique centrale, vous voyez là tout le panel. Alors, malheureusement, une partie des données a été coupée, mais là, c'est une répartition. Bon, on a une grosse représentativité équatorienne, ensuite une bonne représentativité colombienne, et vous avez ensuite le Brésil, le Pérou, tous ces pays-là sont représentés. Peut-être, oui, je vais vous donner quelques éléments à partir des données qu'on a sur… Donc, vous avez Haïti aussi, le Honduras et l'Argentine qui est représentée. Alors, l'Argentine, c'est la partie qui est en vert foncé sur la gauche. On a effectivement quelques étudiants étrangers, quelques étudiants argentins qui sont inscrits dans nos formations et qui sont actuellement sur le campus. Donc, ça, c'est une partie de notre, on va dire, de notre volet naturel à l'Université de Perpignan au niveau international. Mais l'international, ça n'est pas que ça n'est pas que l'enseignement et que les relations avec les étudiants, l'attractivité, c'est aussi des mobilités, nos étudiants bougent dans les pays, mais c'est aussi, et c'est important, le service des relations internationales, des relations avec d'autres universités. Vous pouvez voir ici que nous avons un grand nombre d'accords internationaux, ça c'est pour les mobilités dans les deux sens,
des accords Erasmus au niveau européen, mais aussi des accords avec des universités du monde entier. Le service de relations internationales, et ça montre la politique de l'établissement, qui est une politique vraiment tournée vers l'international et composée de pas moins de 13 personnes qui travaillent sur les différents aspects de l'international, pas seulement sur les mobilités, mais sur, par exemple, les capacités building. Je cite en dessous le fait d'avoir coordonné de très nombreux capacités building, d'avoir coordonné, par exemple, un master Erasmus Mundus qui a été renouvelé 2 fois, c'est exceptionnel, qui a été renouvelé 2 fois, ce sont des masters internationaux qui, par exemple, impliquent le Mexique, et donc une forte, on va dire, structuration autour de l'international. Voilà, je vais repasser la parole à mon collègue et je reviendrai en fin d'exposé pour vous expliquer quelque chose qu'on est en train de développer à l'international avec l'Équateur. Donc, je reprends le volet entrepreneuriat, lien avec les entreprises de l'établissement. Donc, il y a plusieurs connexions en fait. La première connexion, c'est ce que vous voyez à gauche. Ce sont les projets collaboratifs qu'on peut mener avec les entreprises. On va dire que ce sont des projets qui sont assez en amont d'une valorisation ou d'un transfert économique. Donc, ce sont des projets qui vont, j'ai noté, de 1 à plusieurs millions d'euros en fonction du financeur, qu'il s'agisse de la région en rouge jusqu'à l'Europe, qui peut financer à hauteur de plusieurs millions d'euros certains projets de recherche collaboratifs entre les entreprises et les laboratoires de recherche. Ensuite, j'ai envie de dire la deuxième étape, c'est la recherche appliquée qui peut se faire en 2 sites. C'est un petit peu l'alternance qui vous a été présentée précédemment. C'est l'alternance, mais pour un doctorant, c'est-à-dire qu'il va faire sa thèse, ça s'appelle une thèse sous convention CIFRE, entre le laboratoire et l'entreprise. C'est particulièrement intéressant comme dispositif pour l'entreprise parce que l'État finance à peu près 50% du salaire du doctorant. L'entreprise peut également bénéficier d'avantages fiscaux lorsqu'il s'agit d'une entreprise dite jeune entreprise innovante. C'est un statut particulier que peut avoir une entreprise, une start-up en fait. Si l'entreprise a ce statut, il y a encore un effet bénéfique, il y a encore des charges sociales qui sont enlevées. On peut considérer qu'à la fin de ces dispositifs, un doctorant salarié revient à peu près à 1/5 de son coût, en coût personnel. Enfin, il y a un dispositif particulièrement intéressant qui est développé en France, qui s'appelle le CIR, le Crédit Impôt Recherche. C'est un dispositif incitatif qui est un support au salaire et aux coûts structurels des entreprises, qui permet en fait aux entreprises, et vous allez voir, il y a un lien quand même avec les établissements universitaires, qui permet bien sûr de baisser le coût de la main-d'œuvre. Et en fait, ce coût-là, cette baisse de coût est multipliée par 2 si c'est en lien avec une université. Donc en fait, c'est vraiment un dispositif très très incitatif pour les entreprises que de faire de l'innovation, que de se mettre en relation avec les universités. Ensuite, à Perpignan, nous avons des plateformes technologiques. Alors, tout d'abord, une plateforme, c'est avant tout une façon de partager des équipements de très haut niveau entre nos laboratoires de recherche pour promouvoir l'innovation et l'excellence. Mais c'est aussi des prestations de services externes dirigées vers l'entreprise. Là, on retrouve les spécialités, on va dire, certaines spécialités de l'établissement. On retrouve la plateforme Enermat, qui est une plateforme sur les énergies renouvelables, qui va faire, par exemple, de la certification de panneaux solaires pour les entreprises qui développent ce type de dispositif. On a d'autres plateformes plus en biologie moléculaire, biotechnologie marine ou biodiversité. Donc, toutes ces plateformes sont ouvertes vers l'extérieur, vers le privé, et proposent des prestations. On a pas mal de collaborations, je vais vite les brosser, vers soit des grosses compagnies nationales, alors vous connaissez certainement Sanofi ou Veolia,
ou Total en environnement, ou en informatique, IBM, EADS. Donc, on peut avoir des collaborations avec des grands groupes à travers des collaborations de recherche, des conventions CIFRE, les différents dispositifs que je vous ai montrés précédemment. Des petites structures, ce qu'on appelle les PME, TPE. Je noterai sur ces deux structures particulières. Vous verrez, il y en a une qui s'appelle deux sociétés particulières, Akinao ou Paradev. Alors ça, c'est original parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui ont été créées dans l'établissement et il y a un partenariat du coup entre la société de fait et l'université. On peut avoir également des structures plus régionales, des sociétés régionales, échelle régionale. Bon, beaucoup de partenariats industriels. En plus des partenariats qu'on va avoir avec les industriels, les sociétés privées, on a une capacité à l'université de Perpignan de créer des entreprises. Le bâtiment que vous voyez, c'est notre hôtel d'incubation d'entreprise, un incubateur. Alors l'incubateur, ça sert à quoi? Ça crée en fait, à partir d'une idée novatrice, de créer une société, une start-up, de développer un business à partir d'un savoir qui aurait été ou pas, vous allez voir, initié, créé dans les laboratoires de recherche de notre établissement. Donc l'émission, c'est la détection des projets, c'est le suivi de projets et bien évidemment le support de projets. Ça va concerner 3 types de publics. Évidemment, les étudiants, les jeunes diplômés, pour un tiers environ, des chercheurs de l'établissement, pour un autre tiers, mais également des extérieurs. Donc, on peut incuber des entreprises d'extérieur à l'établissement à condition qu'il y ait un lien avec les laboratoires de recherche de l'établissement. Une expertise technique pour lever des verrous techniques. Donc, il faut qu'il y ait un lien avec les laboratoires de recherche de notre établissement. L'objectif, bien sûr, c'est de transformer une idée en start-up et ça, on y tient beaucoup au sein du territoire. Au sein du territoire, je pense qu'on est très, très ancré dans le territoire. D'ailleurs, PMM est un acteur important dans notre incubateur d'entreprise. On participe à l'émergence de talents, on participe à la création d'emplois dans le territoire, dans le maillage territorial. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, je vais citer PMM parce qu'on est au sein des locaux de PMM. PMM est en fait en amont de la sélection des projets qu'on va accepter dans l'incubateur. PMM va suivre les projets et ensuite peut accompagner les projets en sortie d'incubateur. Donc, tout ça s'inscrit dans une logique territoriale. Alors comment? Bon, on propose dans notre hôtel d'incubation des bureaux, une aide personnalisée, des conseils, un support financier pour faire des études de marché et aussi la mise en réseau, ce qui est primordial quand on développe une activité économique. Un petit bilan après 3 ans d'existence. Notre structure a sensibilisé à peu près 2000 personnes, 700 l'année dernière. On a détecté 340 projets au total. Nous avons accompagné 38 projets sur 3 ans, ce qui a conduit à la création de 15 startups, ce qui fait de mémoire 22 emplois directs. On a des réseaux spécialisés dans l'incubation et dans le développement d'entreprises, réseaux régional et international. On est en connexion avec l'incubateur de Toulouse, l'incubateur de Barcelone ou des îles Baléares. On a bien sûr plusieurs articles de presse pour vanter un peu notre travail. Je vais laisser la parole à mon collègue qui, vous allez voir, va présenter un projet qui fait le lien en fait entre tout ce que je vous ai dit. Oui, alors là, on va être vraiment dans l'interaction entre l'international et l'entrepreneuriat. Dans un premier temps, à l'origine, avec Toulouse, UFTMP, c'est Université fédérale de Toulouse
Méditerranée, Pyrénées-Méditerranée, nous avons monté un projet avec l'ambassade de France à Quito, donc en Équateur, un assez gros projet concernant la formation doctorale. On reste dans le domaine ici académique. Ce projet, fin 2018, a été accepté avec un budget de 450 000 € pour 2 ans. L'un des objectifs de ce projet, c'était de participer à l'amélioration de la formation doctorale dans un certain nombre d'universités équatoriennes partenaires. Et la concrétisation de ça, en dehors des formations, en dehors des séminaires que nous avons fait à distance ou en présentiel, ça a été quand même la mise en place de 31 thèses en co-tutelle ou en co-supervision, c'est-à-dire à chaque fois, vous avez un directeur de thèse équatorien et un directeur de thèse français, entre l'Équateur et donc l'UPVD ou Toulouse. 31 thèses en 2 ans mises en place avec une situation de pandémie. Devant un tel succès, en fait, l'ambassade de France à Quito, nous a sollicité pour continuer la collaboration. Et c'est là qu'intervient l'entrepreneuriat. La suite que nous sommes en train de mettre en place, donc, ce sont des projets qu'on appelle des projets FSPI, ce sont des projets du ministère des Affaires étrangères. Le projet qu'on est en train de mettre en place, toujours avec l'Équateur et l'ambassade de France à Quito, est justement de travailler sur cette posture entrepreneuriale dont mon collègue a parlé juste avant, cette posture entrepreneuriale dans les universités équatoriennes, de façon à promouvoir le transfert de technologie, donc du labo vers la création de start-up ou vers la collaboration avec des entreprises via des brevets ou via des innovations. L'enseignement et la création de motivation, la motivation des étudiants envers l'entrepreneuriat, mais aussi des actions telles que la création d'un incubateur, les renforcements d'incubateurs existants en Équateur, et puis des projets qui sont des projets, on va dire, de type collaboratif, du genre hackathon, où vous avez des entreprises qui posent des problèmes qu'elles ont, des problèmes technologiques ou de services, ce n'est pas forcément d'ailleurs des sciences et techniques, ça peut être aussi dans le domaine des sciences humaines, il faut bien voir ça. L'innovation et l'entrepreneuriat n'est pas seulement dans le domaine technologique, et donc qui ont des besoins innovants et qui sollicitent des groupes d'étudiants qui vont travailler sur ces projets de façon, on va dire, compétitive. Des équipes vont se monter et ça va se transformer sous forme d'une compétition pour répondre à ces besoins des entreprises. C'est ce qu'on appelle un hackathon. Donc voilà le type de projet qu'on est en train de développer à l'international, ici avec l'Équateur, mais bien sûr, on est ouvert à des collaborations avec d'autres pays d'Amérique du Sud. Je tiens à souligner que l'une des priorités du développement international de l'Université de Perpignan, c'est l'Amérique du Sud. Merci. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones, muy interesante todo lo que han contado, la verdad que desde cómo se vincula la relación con las empresas. Tenemos varias preguntas que nos han llegado desde los canales y que quisiera ordenar un poco para preguntarles. Hay una primera pregunta sobre la Agencia de Desarrollo, ¿no? ¿Cómo es el financiamiento de la Agencia de Desarrollo? Según entendemos, hay fondos de cohesión del FEDER, también están fondos de Horizonte Europa, del Estado francés, de la región, también hay del sector privado, ¿es así? ¿O cómo sería la estructura de financiamiento para entenderlo? Oui, tout à fait. Donc, l'Agence de développement économique, c'est un groupement d'intérêt public. Et donc, dans notre board, en fait, dans notre organisation, on a les chambres consulaires. Alors, on a la chambre de commerce qui nous verse des fonds chaque année. On a la chambre d'artisanat et la chambre d'agriculture.
Et voilà, on est rattaché à la communauté urbaine de Perpignan, qui également, en fait, nous finance chaque année. Y fondos también de la Unión Europea. ¿Ustedes también cuentan con fondos para proyectos de la Unión Europea? Tout à fait. On participe à... On a une personne ici, à plein temps, en fait, qui s'occupe des projets européens et donc, effectivement, qui va capter ces fonds européens pour mener des projets transfrontaliers. On en a 2 actuellement, un dans le transport ferroviaire et un autre dans le tourisme. Donc, effectivement, on a ces fonds européens. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Acá hay otra pregunta. ¿Hay una estrategia de Francia complementaria a la estrategia definida por la Unión Europea en cuanto a este rol o en cuanto a estos programas de vinculación? ¿Cuál es el rol del Estado francés en los programas de vinculación entre la universidad y las empresas? La stratégie est commune. En fait, comme beaucoup de stratégies, en fait, les stratégies se font avec des... Ça commence par des projets européens, en fait, qui sont soumis à un panel d'experts européens, donc de tous les pays européens, et qui vont plancher sur quelles sont les directions dans lesquelles il faut aller. Ce dont je vous parle, en fait, c'est vrai pour beaucoup de domaines, y compris dans les relations université-entreprise. Donc, il y a un panel d'experts qui va plancher en amont sur les directions qu'il faut prendre. Donc, l'Europe fonctionne beaucoup comme ça. Ça va être sur les liens avec les entreprises, sur les dispositifs, le bien-être et le vieillissement. Enfin, je peux vous donner des tas de thématiques. Et en fait, ces experts vont plancher pour donner des guidelines sur les prochains appels à projets. Donc, de fait, les stratégies des pays, puisque ça a été dicté, enfin, proposé par les pays eux-mêmes, ensuite, ça va redescendre de la communauté européenne. Et donc, l'État français et donc les universités françaises vont suivre ces directives-là. Et ça va même être descendant, puisque les appels à projets nationaux, en France, on a l'Agence nationale pour la recherche, va se caler sur les directives européennes. De plus en plus, les thématiques, les façons de rédiger, les attendus sur les projets, que ce soit des projets nationaux ou des projets européens, les attendus vont de plus en plus s'uniformiser. Bon, je ne sais pas si j'étais très clair. Je peux vous donner un exemple. On attend beaucoup de relations avec la société, on attend beaucoup de thématiques sur les égalités hommes-femmes, par exemple. Ce sont des volontés qui émanent des pays, qui remontent à l'Europe et qui redescendent ensuite sur les pays. Muchísimas gracias. Sí, son políticas transversales, ¿no? Que de alguna manera vuelven y encuadran todo lo que es las políticas de cada país. También una pregunta que acá nos están haciendo. ¿Cómo se definen las áreas de investigación? ¿Qué participación tienen las empresas en esas definiciones? Esto puede ser tanto para Laurent como también para la universidad, ¿no? Es decir, cómo se definen las áreas de investigación o los temas a investigar. Alors, ce ne sont pas les entreprises qui vont définir les thèmes de recherche. Ce sont les laboratoires qui sont au service, de toute façon, de la communauté, de la collectivité, de la société, qui vont déterminer les thèmes de recherche. C'est comme ceci qu'à un moment donné, ça va se rencontrer. Un laboratoire qui va travailler sur les énergies renouvelables a par essence, ou la robotique, a par essence la volonté de répondre à un besoin sociétal, y compris un besoin économique. Donc, de fait, et c'est très lié au financement, si on veut avoir de l'argent pour développer des actions de recherche, il faut qu'on réponde à un besoin. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à... C'est un peu différent, mais je vais faire une précision. Mon collègue de l'IMERIR va apporter une précision. Alors, non, voilà.
Alors nous, c'est un tout petit peu différent parce qu'on n'est pas une université, on est un institut technologique et c'est l'inverse pour le coup. L'université fait de la recherche et le propose aux entreprises. Nous, on fait de l'innovation, mais pour les entreprises. Donc, c'est les entreprises qui nous demandent précisément les sujets sur lesquels ils veulent travailler et c'est là qu'on intervient. Mais ce n'est pas de la recherche, c'est de l'innovation. C'est un peu différent. Claro. Claro, perfecto. Sí, sí, entendemos bien la diferencia entre investigación e innovación. También hay unas preguntas para ti, Laurent, con respecto al Fab Lab que mencionaste. Hablaste de que las empresas de la región usan el Fab Lab y estas empresas tienen que pagar, tienen acuerdos con ustedes, usan también los recursos humanos que tienen ustedes en el Fab Lab. Y también otra preguntita con respecto a lo que mencionaste de los jóvenes que están involucrados y que también están en las empresas. ¿Estos jóvenes están como pasantes rentados en las empresas? ¿Son que nos amplíes un poco todo eso porque nos pareció muy interesante. C'est une très bonne question. Alors, qui paye les élèves qui sont en apprentissage? Alors, il y a deux choses qui font comprendre dans la formation. Il y a le coût de la formation, parce que ça a un coût, et il y a le salaire du jeune, puisque le jeune qui est en apprentissage n'est plus étudiant, mais est salarié de l'entreprise. C'est un salarié de l'entreprise, l'étudiant. Ce n'est plus un étudiant au sens universitaire du terme, si je puis dire. Donc, le salaire est payé par l'entreprise. La formation est payée aussi par l'entreprise par ce qu'on appelle, nous, un impôt, qu'on peut considérer comme étant un impôt, c'est-à-dire la taxe d'apprentissage. Chaque entreprise en France doit verser, je crois que c'est 1% de sa masse salariale, c'est obligatoire, pour financer l'apprentissage. Et dès lors que l'entreprise a réglé ce coût, c'est une charge qui lui est imposée, comme la charge sur les personnes en situation de handicap. Pareil, c'est un coût qu'on doit régler à l'État. Et l'État récupère cet argent et le reverse au centre de formation d'apprentis. Donc, c'est indirectement l'entreprise qui paye la formation du jeune et qui lui paye son salaire. Ce qu'il faut comprendre derrière ce principe-là, c'est que bien souvent, l'apprentissage est vu comme une pré-embauche. Ils vont avoir pendant 2 ou 3 ans la possibilité de tester quelqu'un, un jeune en l'occurrence, sur ces différentes phases d'apprentissage, de lui transmettre leur méthode à ces entreprises de fonctionnement, dès que le jeune est diplômé, il est 100% opérationnel puisqu'il a été et formé par l'école et formé par l'entreprise. Donc, tout l'intérêt de l'apprentissage pour l'entreprise, c'est de le garder. Et puis, il y a aussi cette notion qui fait qu'un jeune que vous avez formé pendant 2 ou 3 ans reste beaucoup plus fidèle qu'un ingénieur que vous allez débaucher d'une entreprise, que vous allez payer peut-être plus cher et qui va plutôt être intéressé par l'argent que par l'entreprise. Donc, ce n'est pas tout à fait la même approche, mais pour revenir à la question initiale, l'entreprise paye le salaire, c'est un coût qui est quand même moins important qu'un véritable salaire, c'est 53-60% du SMIC, le coût classique français. Et pour la formation, c'est la taxe d'apprentissage qui est payée par les entreprises qui finance les formations que l'on délivre. La question sur le Fab Lab, c'était quoi précisément? Comment la question sur le Fab Lab, c'était? Est-ce que les entreprises payent? Sí, que las empresas que usan el Fab Lab, ¿cómo es el acuerdo? ¿Pagan, no pagan? También tiene que ver con el pago, ¿no? Alors, c'est un peu au cas par cas parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui viennent pour faire de l'innovation. Donc là, on va compter des nombres de jours de travail et on va intervenir comme une société de service. Là, c'est facturé à la journée. En revanche, s'ils utilisent les machines, c'est de la location de machines comme on peut le retrouver dans les Fab Labs classiques, c'est-à-dire pour utiliser une imprimante, je vais dire une bêtise, ça peut être 10 € de l'heure,
ou pour utiliser une CNC, ça peut être un peu plus. Mais globalement, soit on utilise les machines, et là, c'est de la location de machines, soit on fait de l'innovation, et là, on intervient comme une société de service pour le compte de l'entreprise. Perfecto. Acá tengo una pregunta también. ¿De quiénes son las patentes que resultan de la investigación? ¿Las empresas o la universidad? En France, c'est très réglementé. Un brevet qui est issu de la recherche publique est réparti. Alors, il y a une structure qui s'appelle la SAT, la Société d'accélération de transfert de technologie, qui assure le transfert de l'innovation vers le privé, comme le brevet. C'est-à-dire que la SAT va estimer la valeur de l'innovation, sa valeur commerciale, sa nouveauté. Donc la SAT est chargée avec des business développeurs de quantifier le savoir, de donner un coût au savoir et à l'innovation. Ensuite, s'il y a de l'argent qui est fait à partir de cette innovation, je me permets d'être plus large parce qu'on peut faire de l'argent sans brevet. Je crois que c'est là la question. S'il y a des royalties qui sont perçues suite à l'innovation de la recherche publique, ces royalties sont redistribuées ainsi. 50% pour le chercheur, 25% pour l'université, 25% pour le laboratoire. Tout simplement. Et après, les modes de perception peuvent être sur telle innovation, ça peut être, je ne sais pas, ça dépend des types de domaines, mais ça va être, vous développez un logiciel ou alors un type de diagnostic, vous allez avoir 5% du chiffre d'affaires de la société lié à cette innovation qui va être perçu par la SAT et ensuite reventilé 50, 25, 25. Claro. Una pregunta. ¿La Unión Europea pone solamente el 15% de la inversión en ciencia y tecnología? No, en ciencia y tecnología. ¿Cuánto es el porcentaje de inversión pública y privada en Francia? ¿Contamos esos números? ¿Tenemos esos números para conocerlo? L'investissement privé dans quel domaine? Dans la recherche. Dans la recherche? Y sí, no, de lo que es en total, si contamos toda la inversión en ciencia y tecnología, ¿cuál es el porcentaje, digamos, que tienen los privados en toda Francia, por ejemplo, o en la región de ustedes? ¿Cómo se contaría eso? Si es que tienen ese número, si no, no importa. Es una pregunta bastante general. Non, moi, je ne connais pas, personnellement, je ne connais pas ces chiffres. Sí, tengo una pregunta para la Universidad de Perpiñán aquí, que hablaban de las nuevas misiones que tiene la universidad, ¿no es cierto? Que tiene que ver con esta postura empresarial, entrepreneurship y de innovación. Cuando hicieron ese cambio de misiones en las universidades, ¿tuvieron como presupuestos adicionales o tuvieron que acomodarse con los presupuestos anteriores? Porque de alguna manera tienen más misiones y funciones que cumplir. ¿Cómo se financia? Finalmente volvemos al tema del financiamiento. C'est une transition qui a été impulsée il y a 2 ans. Donc c'est très récent. Je crois que la route est longue parce qu'un enseignant-chercheur n'a, à l'heure actuelle, ceux de ma génération, n'ont pas été formés, n'ont pas cette culture de l'entrepreneuriat. On a été formés, Didier et moi, par exemple, mais tous les chercheurs français, à faire de la recherche et de l'enseignement. On ne nous a pas dit qu'un jour, notre savoir, il avait une valeur économique. Jamais, on ne nous a pas dit ça. Et puis, donc, du coup, petit à petit, maintenant, dans les formations doctorales, on a des
des sensibilisations à l'entrepreneuriat, des sensibilisations au lien avec les entreprises, le dispositif CIFRE dont je parlais précédemment, qui est un lien entreprise-université. La culture change, ça risque de mettre peut-être une génération complète d'enseignants-chercheurs pour que vraiment ça rentre dans la culture des universités, qui reste encore une culture très académique. Voilà. Donc pour l'instant, cette fameuse mission, elle se met en place et c'est basé sur des volontaires, c'est-à-dire des enseignants-chercheurs qui vont être sensibilisés à cette direction que peut prendre l'université. Puis certains ne seront pas intéressés et ne prendront pas cette direction. Sí, acá en la Argentina también compartimos esa cultura, por eso nos interesan todos estos temas de cómo vincular mucho más la investigación y con la innovación y con las empresas. Entonces, muy interesante lo que acaban de comentar. También, parece que todos los intereses son en el financiamiento, ¿no? Pero bueno, ampliar para la universidad, ampliar lo que son los incentivos fiscales a las empresas y doctorando, que ustedes explicaron en las filminas, ¿no? Si pueden ampliar un poco más, ¿cómo son esos incentivos? Une entreprise alors il y a plusieurs dispositifs, avantages fiscaux. Comme je disais précédemment, une entreprise qui embauche un étudiant en thèse a à peu près 50% du salaire de la thèse qui est financé par l'État. Très exactement, c'est l'ANRT, c'est une agence nationale. Ça, c'est un dispositif incitatif pour incorporer en fait une collaboration entreprise plus université. Pardon. Il y a d'autres dispositifs. Si une entreprise embauche un jeune thésard, de mémoire, je crois qu'elle a 5 ans avec exonération des charges. Donc, il y a un salaire, bien sûr, qui est considérablement réduit parce que c'est connu qu'en France, les charges patronales, les charges salariales sont importantes. Donc, il y a ce dispositif aussi incitatif qui va inciter les entreprises à embaucher des docteurs. Le panorama en France est quand même assez particulier, puisqu'en France, on a beaucoup d'écoles, on a beaucoup de grandes écoles. Et c'est assez différent, je crois, c'est différent au système d'Amérique du Sud. Nous, c'est un héritage qu'on a de Napoléon, hein, qui a créé ce qu'on appelle les grandes écoles. Et les entreprises vont plutôt avoir tendance à embaucher des étudiants qui sont sortis de ces fameuses grandes écoles. Et le doctorat, le PhD, est en France, à cause justement, pour les entreprises, je parle pas du monde académique, hein, pour les entreprises, le PhD est moins reconnu en France par les entreprises que dans les autres pays. En France, les grandes écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, dont a parlé tout à l'heure mon collègue, ce sont des diplômes qui sont très très prisés en France, et le PhD a une valeur qui est malheureusement pas suffisamment reconnue du fait, et du coup il y a des mécanismes incitatifs pour embaucher des docteurs dans les entreprises. Mira, muy interesante, muy interesante. Pero habías hablado de algo muy de las empresas, que no me acuerdo en la filmina, pero había una cosa específica de ventajas fiscales para algunas empresas que no era solo la contratación de los doctorandos. Pero bueno, no me puedo acordar en este momento, no tengo la presentación. Pero bueno, muy interesante. ¿Sí? C'est le CIR, le Crédit Impôt Recherche. Le Crédit Impôt Recherche, le Crédit Impôt Recherche, c'est un dispositif qui permet en fait de réduire fortement les charges salariales et qui permet même d'abonder à certains coûts de fonctionnement de l'entreprise. Donc une entreprise qui se lance dans... Alors, c'est pas uniquement des startups, hein, les grandes entreprises nationales comme Veolia ou Total bénéficient très, 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 très largement de ce qu'on appelle le CIR, le Crédit Impôt Recherche. C'est, je crois, 40 milliards d'euros
c'est 40 milliards d'euros par an. Oui, c'est ça, 40 milliards. De déduction. Bueno, muy interesante. De como déduction deducciones, fiscale. 40.000 millones de euros. Mira, bueno, luego les vamos a pedir material sobre esto porque nos parece muy interesante para hacer y vincular y generar incentivos en las empresas, ¿no? Para que se acerquen a los investigadores y que puedan trabajar con las universidades más. Quisiéramos, bueno, agradecerle, creo que estamos llegando al fin. Estoy mirando a ver si hay alguna pregunta más para hacer, pero quisiera agradecerles, realmente ha sido muy interesante. En esta primera parte tuvimos algunos problemas técnicos, le pedimos disculpas, que los hicimos parar, pero bueno, luego se van a poner en los canales, va a estar toda la traducción perfecta para que pueda ser escuchada por los argentinos en forma asincrónica, digamos. Esta es una hora que todo el mundo está trabajando aquí, generalmente los canales se escuchan más a la noche, estos canales, y los repetimos. Así que le quiero agradecer la participación a todos ustedes, y bueno, seguimos en contacto y muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Leslie. Gracias a todos. Merci. Merci. Gracias. Les statues Muchísimas gracias. innovantes, c'est des statues aussi très, très intéressantes.